Voyons l'horoscope du jour. Scorpion. Si vous faites une vidéo sur le NAT, vous aurez plein de pouces bleus. Oh ouais, bah tiens, ouais, je vais essayer. Bon, bah vous savez quoi, je vais vous expliquer ce qu'est le NAT dans cette vidéo. Allez, c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Pour vous expliquer le NAT, je vais prendre l'image d'une entreprise. Au sein de cette entreprise, chaque employé a un numéro de téléphone court en interne pour être contacté seulement par les employés de l'entreprise. Par contre, pour communiquer avec l'extérieur, il faut un vrai numéro de téléphone public. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'employés dans cette multinationale qu'elle ne peut attribuer à chaque employé un numéro de téléphone public direct. Heureusement, cette entreprise a trouvé un procédé. Quand un employé doit contacter quelqu'un à l'extérieur, il doit passer par une standardiste qui va être contactée par son numéro de poste en interne. Ensuite, c'est la standardiste qui le met en relation avec l'interlocuteur externe avec un numéro classique, donc à 10 chiffres commençant par un 01. Voilà, en gros, ce qu'on vient de voir, c'est le principe du NAT. À noter que depuis l'extérieur, on verra juste le numéro public de l'entreprise utilisé par la standardiste. Les personnes extérieures de l'entreprise ne verront jamais le numéro interne des postes. Ce qui est d'ailleurs une mesure de sécurité supplémentaire puisque les personnes de l'extérieur ne peuvent jamais directement contacter les employés en interne comme le PDG ou le DSI et doivent forcément passer par l'intermédiaire de la standardiste. En fait, dans le réseau interne d'une organisation, on va utiliser des adresses IP privées comme les numéros de poste internes qu'on a vu dans notre exemple. Sur la partie de gauche, ce sont toutes des adresses IP privées, sauf que le problème des adresses IP privées utilisées en interne, c'est qu'elles ne sont pas utilisables pour communiquer sur Internet. Pour aller sur Internet, il vous faut des adresses IP publiques. Et c'est le procédé du NAT qui va permettre à des machines internes avec seulement des adresses IP privées de communiquer sur Internet en faisant semblant d'utiliser des adresses IP publiques. Et on va voir le comment par la suite. Mais avant, il faut savoir qu'on fait le NAT parce qu'il n'y a pas assez d'adresses IPv4 pour toutes les machines connectées à Internet. Les adresses IPv4, en gros, ce sont les adresses IP telles qu'on les connaît et ce sont les plus utilisées actuellement. Et ce sont les types d'adresses IP que l'on va voir dans cette vidéo. Du coup, pour économiser le nombre d'adresses IPv4 uniques, on triche en utilisant des adresses privées pour les communications en interne et les adresses publiques seulement quand on doit communiquer avec Internet. Ici, dans notre exemple, le NAT va permettre d'économiser 3 adresses IP publiques puisque les 3 machines de ce réseau ne vont utiliser qu'une seule adresse publique, celle de la passerelle, au lieu de 3 adresses IPv4 uniques pour communiquer avec Internet. Cette passerelle peut être un routeur ou un firewall et cette passerelle possède 2 interfaces. Une interface réseau connectée au réseau interne avec une adresse IP privée pour communiquer avec le réseau interne et une interface réseau connectée Internet avec une adresse IP publique utilisable sur Internet pour communiquer avec Internet. La passerelle fait alors le lien entre le réseau interne et Internet en traduisant les adresses internes en adresses publiques et vice-versa lors du retour. Ainsi, chaque machine du réseau interne est configurée pour transiter par la passerelle NAT pour les communications externes. Lorsqu'une machine interne réalise une requête vers Internet, la passerelle effectue la requête à sa place, reçoit la réponse et la transmet à la machine initiale. À noter que l'utilisation de la passerelle permet d'ajouter un niveau de sécurisation supplémentaire car elle masque l'adressage interne du réseau, puisque pour une machine externe, toutes les requêtes semblent provenir de la même adresse IP, celle de la passerelle. Bon, là on est dans un cas simple où il y avait une seule demande de communication vers l'extérieur. Mais que se passerait-il s'il y avait 2 demandes de communication en même temps? Comment est-ce que la passerelle sait vers qui renvoyer la communication lors du retour? Eh bien, à l'aller, la passerelle, lorsqu'elle reçoit la communication, va réaliser ce qu'on appelle un PAT. PAT veut dire Port Address Translation. En gros, la passerelle va associer dynamiquement à chaque demande de communication l'adresse IP privée du demandeur et un numéro de port. Ici, on va dire par exemple que pour le premier client, la passerelle va attribuer dynamiquement un port source à cette communication. Ici, 12110 au lieu du port initial. De ce fait, au retour, les réponses renvoyées vers l'adresse IP publique de NAT sur le port 12110 seront renvoyées vers le premier client. Ce sont les communications en orange. Pour le second client, la passerelle va attribuer dynamiquement un autre port source à cette communication. Ici 12111 au lieu du port initial. De ce fait, au retour, les réponses renvoyées vers l'adresse IP publique de NAT sur le port 12111 seront renvoyées vers le deuxième client. Ce sont les communications en bleu. Le PAT fait donc communiquer un grand nombre de machines en jouant sur le port source et tout ça avec une seule adresse IP publique. Bon, pour être plus précis, ce que l'on vient de voir sur le NAT s'appelle
un source NAT. Le source NAT ou SNAT est un type de NAT qui change l'adresse IP source des paquets de la communication. Il existe un autre cas de NAT qui s'appelle le Destination NAT, et le Destination NAT ou DNAT change l'adresse IP de destination des paquets de la communication. Et c'est ça que l'on va voir maintenant. En gros, cela veut dire qu'avec le Destination NAT, on va pouvoir rendre accessible depuis l'extérieur des machines internes via une seule adresse IPv4 publique. Ici, c'est donc une machine externe qui est à l'initiative et qui lance une demande de communication avec une machine du réseau interne. Dans ce cas, la machine externe va contacter l'adresse publique de la passerelle, mais aussi en appelant le port destination du service qu'elle souhaite joindre. Voyons un exemple. Pour se connecter au premier serveur, la machine externe se connecte sur l'adresse publique de la passerelle sur le port 80. La passerelle traduit alors cette adresse vers l'adresse IP privée sans changer le port. Maintenant, voyons un deuxième cas. Pour accéder au deuxième serveur depuis l'externe, la machine externe doit se connecter sur l'adresse publique de la passerelle sur le port 8080. La passerelle va alors traduire cette adresse vers l'adresse interne, mais elle va aussi changer le port en 80 vers le serveur qui héberge le service demandé. Et pour finir, sachez qu'il n'y a pas besoin de faire de NAT avec des adresses IPv6 parce qu'avec IPv6, on a un nombre très élevé d'adresses IP disponibles et surtout suffisamment pour couvrir tous les besoins de machines connectées à Internet. Néanmoins, le NAT peut permettre de faire la traduction d'adresses IPv4 en adresses IPv6, ce qui, in fine, veut dire permettre l'intégration d'une infrastructure en IPv4 à des environnements en IPv6 et inversement. Et c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le NAT, et si c'est le cas, eh bien mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, et nous on se dit à bientôt, ciao!